J'ai pris la décision d'une opération militaire et quelques mots très importants à destination de ceux qui seraient tentés d'interférer depuis l'étranger. Quiconque tentera de nous cibler ou de menacer notre pays doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences d'une ampleur inédite dans l'histoire. Nous sommes en guerre. 4 jours seulement après le début de la guerre en Ukraine, le ton est donc encore monté d'un cran. Hier, en activant le régime spécial d'alerte, Vladimir Poutine n'hésite plus à brandir la menace nucléaire. Cette nuit, des frappes ont touché une unité abritant un laboratoire, déclenchant un incendie. Une offensive symbole de la détermination de Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine vient d'annoncer mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe, une force qui peut comprendre une composante nucléaire. Si on survit à une attaque nucléaire, parce qu'il faut dire qu'il faut déjà survivre à la déflagration d'une attaque nucléaire et d'une explosion nucléaire. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre. C'est une attaque effrayante qui s'est produite en Ukraine, la frappe d'une centrale nucléaire la plus grande d'Europe, 10 fois plus puissante potentiellement que Tchernobyl, preuve que Moscou ne reculera devant rien. Face à la menace d'un accident nucléaire, les ventes et les demandes, c'est une autre réalité, de pastilles d'iode, d'iode de potassium se sont envolées sur le continent. Parce que nous ne sommes pas en guerre sur le terrain. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Depuis que l'homme est homme, il n'a eu de cesse de trouver des moyens pour se mettre sur la gueule. À l'origine armé d'un simple gourdin en bois, il a vite compris tout en évoluant qu'avec une caillasse, ou même mieux avec un morceau de caillou attaché à son bout de poids, il pouvait clairement montrer que c'était lui le patron. De fil en aiguille, de milliers d'années en milliers d'années, ce con s'est retrouvé avec entre les mains probablement l'arme la plus destructrice qu'il n'a jamais inventée. Il n'y a pas à dire, c'est beau le progrès, bienvenue dans le futur. Ceci dit, rien n'a vraiment changé en fin de compte depuis cette sombre époque où nos ancêtres faisaient régner la terreur avec leur bout de bois. Passait-il vraiment leur temps à taper sur tout ce qui bougeait? Je n'en suis pas réellement convaincu. Encore aujourd'hui, l'histoire recommence. La menace d'une attaque nucléaire plane au-dessus de nos têtes et le résultat est que la peur s'est installée petit à petit dans la tête des gens. Mais faut-il vraiment céder à la panique? Faut-il dès maintenant prendre rendez-vous avec son banquier et investir dans un bunker? Faut-il dès maintenant se constituer un stock conséquent de PQ? Et si je vous disais que cette situation n'est pas nouvelle et que plus d'une fois, le monde a failli sombrer dans le chaos le plus total? Générique. Tous les signaux sont au rouge. De ce rouge qui excite tous les profiteurs qui ne sont là que pour faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Très largement repris par les médias qui ont trouvé là un nouvel os à ronger et remplacé les spécialistes en infections et épidémies d'un jour par d'autres, le plus souvent les mêmes, qui se prétendent experts en géopolitique et en conflits armés. La menace de nouvelles guerres nucléaires fait le bonheur de beaucoup, mais on y reviendra un peu plus tard. Depuis l'invasion de l'Ukraine déclenchée le 24 février dernier sur ordre du président russe Vladimir Poutine, on peut entendre tout et souvent malheureusement n'importe quoi. De la fake news en passant par des prédictions dont même Nostradamus ou Paco Rabanne n'auraient jamais osé faire, les chaînes info tournent à plein régime ayant sensiblement le même mot à la bouche, la guerre nucléaire. C'est vrai que la situation n'est pas brillante, mais pour autant sommes-nous vraiment à 2 doigts d'une catastrophe. Il y a eu à ce jour que 2 cas d'attaque nucléaire et pour les besoins de cette chronique, on va mettre de côté toute la partie qui concerne les essais militaires. Vous pensez que depuis 1945 il n'y a jamais rien eu? Eh bien je suis au regret de vous dire que vous vous trompez. Un ancien ministre de la Défense, Paul Quilès, a dit: faut-il rappeler que l'on est passé à plusieurs reprises au bord de la catastrophe nucléaire majeure? On peut dire que l'humanité doit son salut à la chance plutôt qu'à la responsabilité des politiques et des militaires. Depuis 1945 jusqu'à nos jours, j'ai pu trouver pas moins d'une trentaine de cas qui concernaient soit des crises qui étaient proches de se finir en guerre nucléaire, soit des fausses alertes ou des incidents qui auraient pu conduire à la même finalité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à chaque fois, le monde s'attendait à ce que tout soit fini, espérant presque qu'une telle catastrophe arrive. Il ne faut pas attendre bien longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en 1945,
1946, lors de la crise de l'Azerbaïdjan, l'Union soviétique refuse de se retirer totalement de l'Iran, contrairement à son engagement pris en 1942. Truman prétendra plus tard qu'il avait donné un ultimatum à Moscou, les sommant de quitter l'Iran sous 48 heures, faute de quoi les États-Unis auraient recours à l'arme nucléaire. De 1948 à 1949, le blocus de Berlin voit le déploiement par Truman, encore lui, de 60 bombardiers à capacité nucléaire B-29 en Europe. Ça aurait pu mal finir, sauf que ceux-ci étaient pas dotés d'armes nucléaires. Plus tard, les Américains se diront persuadés que c'était grâce à tout ce cinéma que les Soviétiques auront été impressionnés. Lors de la guerre de Corée de 1950 à 1953, Truman ordonne en 1950 la préparation de plans d'attaque nucléaire au cas où l'Union soviétique prendrait part au conflit, et 10 bombardiers nucléaires B-29 sont envoyés. En juillet, le général MacArthur demande l'autorisation d'employer une vingtaine d'armes nucléaires. Les chefs d'état-major refusent, disant que c'est militairement inutile et politiquement mauvais. En novembre, l'offensive chinoise déclenche un nouveau débat sur l'opportunité de recourir aux armes atomiques et MacArthur renouvelle à 2 reprises sa demande. Le mec est tenace. Il veut 34 bombes pour frapper les bases chinoises. Heureusement, les chefs d'état-major ne sont pas persuadés de leur efficacité sur le terrain et doutent de leur nécessité. En avril 1951, Truman décide d'envoyer de nouveau des bombardiers B-29 armés, histoire d'être prêt à une éventuelle attaque soviétique massive contre les forces de l'ONU. Mais le 26 juin, une étude des chefs d'état-major est présentée et conclut à l'absence de bons objectifs pour les armes existantes. Sous-entendu, arrêtez de vouloir tout faire péter, ça ne servira à rien dans le contexte. Mais ce n'est pas fini pour autant. L'emploi de l'arme nucléaire est de nouveau débattu sous la présidence d'Eisenhower entre février et mai 1953. En février, le sanctuaire de Kaesong est décrit par Eisenhower comme un bon objectif possible et une destruction avec le recours aux armes nucléaires est envisagée. Du côté du chef d'état-major, le général Omar Bradley ainsi que du secrétaire d'État John Foster Dule, on s'inquiète de l'impact international qu'aurait une telle décision et pour finir, le mois suivant, Bradley évoque le manque d'objectifs appropriés, mais ce n'est pas encore terminé. Eisenhower cherche à faire pression sur la Chine et fait savoir à Pékin qu'en l'absence d'une entente, il aurait recours à l'arme nucléaire. Mais les chefs d'état-major n'y sont guère favorables, notamment parce qu'ils craignent les représailles soviétiques. Le 20 mai, le président approuve néanmoins secrètement le principe d'un recours massif aux armes nucléaires en cas de renouvellement des hostilités. Au final, il n'y a rien eu et d'ailleurs, les historiens débattent encore de l'efficacité de la menace d'Eisenhower et quoi qu'il en soit, ce qui a sauvé les miches du monde à ce moment-là, c'est surtout les questions de réputation et le risque de représailles, d'autant qu'Hiroshima et Nagasaki n'étaient pas si lointains que ça. Avril 1954, la situation désespérée des forces françaises à Dien Bien Phu amène Washington à envisager de se porter au secours de Paris. Eisenhower est chaud comme une baraque à frites et il est disposé à envisager de franchir le seuil nucléaire, à condition que ce soit dans le cadre d'une intervention internationale. Plusieurs études sont réalisées par l'armée de terre, prévoyant l'emploi d'une à 6 armes. L'option de fournir des armes nucléaires aux Français est également débattue, mais Eisenhower est dubitatif quant à la légalité d'une telle manœuvre. Finalement, aucune décision ne fut prise et les forces françaises se rendirent le 7 mai. Septembre 1954, les tirs d'artillerie de Pékin contre les îles du détroit de Formose forcent les États-Unis à envisager la manière dont ils défendraient les îles. En mars 1955, l'emploi d'armes nucléaires est sérieusement envisagé par Eisenhower en cas d'invasion ou de défaite nationaliste, notamment pour la destruction des positions d'artillerie sur le continent. Comme pour la Corée, la question des réactions alliées était posée et il n'y eut ni invasion ni défaite nationaliste et la question de l'emploi ne se posa donc plus. Novembre 1956, au cours de la crise de Suez, Moscou émet un avertissement à l'attention de Londres et de Paris. Sous la forme d'une lettre adressée par Nikolai Bulganin au Royaume-Uni, ce dernier dit ceci: quelle serait la position de la Grande-Bretagne si elle avait été attaquée par des États plus puissants, possédant toutes les armes destructives modernes? Arrêtez cette agression, arrêtez le bain de sang. La guerre pourrait s'étendre à d'autres pays et devenir une 3e guerre mondiale. La lettre adressée à la France est rédigée sur le même ton, même si le contenu est légèrement différent. Elle dit ceci: dans l'intérêt de la préservation de la paix, nous en appelons à vous, au peuple français tout entier, mettez un terme à cette agression, arrêtez le bain de sang. Devant de telles menaces à peine voilées, le niveau d'alerte des forces nucléaires américaines fut élevé, mais au final, ce fut plus les pressions américaines sur leurs alliés, notamment monétaires, qui furent déterminantes dans les décisions britanniques et françaises de se retirer. À la fin des années 1950, au cours des discussions sur le statut de la ville de Berlin, les dirigeants américains et soviétiques feront plusieurs fois référence au risque de guerre nucléaire. Fin 1958, lors d'une réunion, Moscou annonce son intention de signer un traité avec l'Allemagne de l'Est sous 6 mois, mais lorsque Khrouchtchev évoque cette option devant l'ambassadeur Harriman, celui-ci lui répond: cela voudrait dire un risque de guerre nucléaire et ça, vous n'en voulez pas. Ce à quoi Khrouchtchev répondra: vous avez raison. Juillet 1958, l'envoi de forces américaines et britanniques au Liban suscite un avertissement de la part de Moscou qui dira ceci: l'Union soviétique ne saurait demeurer passive vis-à-vis d'événements qui créent une menace sérieuse dans une zone voisine de ses frontières et se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires dictées par l'intérêt de préserver la paix et la sécurité. Ce à quoi Eisenhower répondra par une élévation du niveau d'alerte du stratégique
Joint Air Command. L'usage des armes nucléaires est envisagé au cas où les soviétiques iraient vers la Turquie ou l'Iran, voire en cas d'invasion du Koweït, et Khrouchtchev déclarera alors « Franchement, nous ne sommes pas prêts pour la Troisième Guerre mondiale ». Été 1958, Pékin procède de nouveau à des tirs contre les îles de Quemoy et Matsu, et cette fois la Chine procède à un blocus des îles. Le 25 août, l'état-major américain suggère que des frappes nucléaires sur le continent seraient nécessaires pour repousser rapidement et efficacement une attaque chinoise. Cette position est adoptée par Washington début septembre, mais Eisenhower, qui s'inquiète de la réaction soviétique, insiste pour qu'aucune frappe nucléaire n'ait lieu sans un ordre de sa part. En septembre, Khrouchtchev avertit à 2 reprises qu'une attaque contre la Chine serait considérée comme une attaque contre l'Union soviétique. Finalement, il n'y eut jamais d'invasion chinoise. Le 5 octobre 1960, un radar d'alerte au Groenland détecte la trajectoire de plusieurs dizaines de missiles soviétiques se dirigeant vers les États-Unis. Le NORAD se met en alerte, mais la présence de Nikita Khrouchtchev à New York à ce moment suggère qu'il s'agirait peut-être d'une erreur. Le coupable, un lever de lune sur la Norvège. 4 juin 1961, Moscou relance la question du statut de Berlin et menace de nouveau de signer un traité avec l'Allemagne de l'Est. Au cours de l'été 1961, les États-Unis réfléchissent à la manière dont ils pourraient libérer Berlin en cas d'épreuve de force, et l'option d'un emploi d'armes nucléaires fut évoquée à plusieurs reprises. Ce fut d'ailleurs les premières ébauches de la doctrine dite de riposte graduée. Il n'y eut toutefois aucune menace nucléaire au cours des tensions de l'été 1961, et ironiquement, c'est la construction du mur qui met un terme à la crise. 24 novembre 1961, au matin, le SAC découvre que la plupart de ses lignes de communication sont coupées. Aussitôt, son chef met les forces en alerte. Les armes sont chargées et les bombardiers sur les pistes d'envol. Quelques minutes plus tard, le SAC est informé par radio que toutes les installations fonctionnent normalement. L'origine de l'incident était le mauvais fonctionnement d'un émetteur hertzien. Octobre 1962, au vu de l'état des relations entre l'URSS et les États-Unis, le gouvernement américain passe en DEFCON 2, le niveau d'alerte le plus élevé jamais atteint par les forces armées des États-Unis. À titre de comparaison, après les attentats du 11 septembre, le niveau d'alerte était seulement de DEFCON 3. Dans la nuit du 25 octobre 1962, aux alentours de minuit, un garde de la base aérienne de Duluth dans le Minnesota voit un homme tenter de grimper par-dessus la clôture de sécurité. Il tire dessus et active l'alarme de sabotage, ce qui active toutes les alarmes de toutes les bases du secteur. Dans le Wisconsin, à la base de la garde nationale aérienne de Walk-Feld Air, l'alarme est mal câblée. Immédiatement, des avions d'interception F-106A sont chargés de décoller. Le niveau d'alerte DEFCON 2 étant en cours, les pilotes savent qu'il ne peut pas s'agir d'un exercice et sont persuadés que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Heureusement, l'erreur est rapidement corrigée avant que les avions ne puissent prendre l'air. L'événement aurait pu avoir des conséquences graves alors même que l'homme aperçu en train de grimper sur une clôture, après enquête, était en fait un ours. Quelques jours après cet incident, un sous-marin soviétique encerclé par des destroyers américains plonge pour éviter d'être repéré. L'USS Bill, un navire américain, lance alors des grenades d'entraînement anti-sous-marin afin de lui signaler de remonter en surface. Dans les grands fonds, le commandant du sous-marin ignore que les charges sont inertes et estime donc qu'il est attaqué et que la guerre a commencé. Incapable de communiquer avec Moscou, il aurait donné l'ordre d'utiliser une torpille nucléaire contre la flotte américaine. Sur les 3 personnes censées valider l'ordre, seul l'officier de la sous-flottille aurait refusé, parvenant à persuader son commandant de refaire surface pour prendre les ordres de Moscou, évitant ainsi de peu la catastrophe. Durant cette période, le monde n'aura jamais été aussi proche d'un conflit. À la période la plus tristement célèbre est la crise des missiles de Cuba, une suite d'événements qui ont opposé les États-Unis et l'Union soviétique au sujet de missiles nucléaires soviétiques pointés en direction du territoire des États-Unis depuis l'île de Cuba. Cette crise a mené les 2 blocs au bord de la guerre nucléaire et il y aurait tellement à dire dessus qu'elle fera l'objet d'une vidéo à part entière sur cette chaîne. 28 octobre 1962, le radar de Morestone informe le NORAD d'une attaque nucléaire soviétique. L'alerte est levée lorsqu'aucune détonation n'est repérée. Il s'agissait d'une coïncidence de 4 événements: un exercice en cours à Morestone, l'apparition d'un satellite à l'horizon, l'absence accidentelle d'informations sur le passage de ce satellite et l'absence d'autres radars opérationnels à ce moment-là. Le 9 novembre 1965, le centre de commandement de l'Office de la gestion des secours d'urgence est placé en état d'alerte après une gigantesque panne d'électricité dans le nord-est des États-Unis. Plusieurs détecteurs de bombes nucléaires utilisés pour distinguer les pannes de courant normales des pannes de courant causées par une explosion nucléaire à proximité des grandes villes des États-Unis se sont révélés défectueux en raison d'erreurs de circuits électriques, créant ainsi l'illusion d'une attaque nucléaire. En 1966, probablement sur la base d'Orange en France, un orage produit un court-circuit sur le tableau de téléaffichage. Celui-ci montre un ordre de décollage de guerre en lettres noires sur fond rouge, signifiant l'ordre de décollage immédiat. Aussitôt, le Mirage 4 d'alerte décolle. La procédure voulait que cet ordre exceptionnel fût exécuté immédiatement. L'officier de permanence opérationnelle contacte l'avion en lui ordonnant de se poser, puis le commandant de l'escadre fit de même, mais l'équipage suit la procédure en se dirigeant jusqu'au point où il devait recevoir la confirmation de mission et l'ordre d'engagement qui n'arriva jamais. Le Mirage 4 brûlera son carburant à attendre au-dessus des Alpes, puis fit demi-tour pour finalement se poser sur sa base faute de confirmation de la mission et de l'ordre d'engagement. Décembre
octobre 1971, au milieu de la troisième guerre indo-pakistanaise, les États-Unis envoient un groupe aéronaval autour du porte-avions USS Enterprise dans la baie du Bengale à titre de signal envers l'Inde et l'Union soviétique. Il est armé de 75 bombardiers nucléaires et il y restera jusqu'en janvier 1972. Le 9 novembre 1979, le conseiller à la sécurité nationale du président Carter est réveillé par son assistant militaire à 3h du matin. Il l'informe que 30 secondes auparavant, 200 ou 250 missiles, selon les sources, ont été lancés contre les États-Unis. Les procédures dictées par le temps de vol des missiles prévoient que le président doit prendre une décision dans les 6 minutes. Le conseiller demande de le rappeler lorsqu'il aura vérifié l'information et de s'assurer que le SAC ordonne le décollage. Quelques instants plus tard, il l'informe que 2200 missiles ont maintenant été détectés. Il l'appellera une troisième fois juste avant l'expiration du délai maximal pour prévenir le président avec ce message: annulé, erreur de bande magnétique. Il n'y a jamais eu d'attaque. La cause de l'incident était le chargement par inadvertance d'une bande magnétique d'exercice et d'entraînement simulant une attaque soviétique dans un ordinateur du NORAD et dont les données, par erreur, furent diffusées sur les écrans de surveillance du SAC. Les 3 et 6 juin 1980, un circuit intégré défaillant dans un ordinateur du NORAD provoque une fausse alerte aux États-Unis. Les messages d'état du système annoncent 002 missiles lancés, puis 200 missiles lancés. Le SAC prend immédiatement des mesures de précaution en élevant le niveau d'alerte des forces. Le 26 septembre 1983, à 0h15, l'alarme retentit au PC de commandement nucléaire soviétique. Le lancement d'un missile américain depuis la côte ouest a été repéré par un satellite. Le lieutenant-colonel Petrov, l'officier d'alerte, suppose qu'il s'agit d'une fausse alarme et il demande une confirmation visuelle. 2 minutes plus tard, une deuxième alarme retentit, puis une troisième, une quatrième et une cinquième. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Cependant, il n'y a toujours aucune confirmation visuelle et Petrov estime qu'une attaque surprise de 5 missiles est un scénario très improbable. Il décide alors d'attendre la confirmation qui ne viendra finalement jamais. Le programme informatique chargé d'interpréter les signaux du satellite avait confondu la réflexion du soleil sur les nuages avec un lancement de missiles. On vient à peine de passer les années 80 et je peux vous assurer que la liste pour arriver jusqu'à nos jours est encore particulièrement longue. Depuis la création de la bombe atomique et son emploi contre le Japon, on ne compte plus les fois où tout a failli partir en quenouille. Fausse alerte, accident d'avion qui avait des bombes avec eux, conflit durant la guerre froide, l'arme nucléaire a toujours été et sera probablement toujours un argument de poids dans les négociations. C'est sûr, en ce moment, la situation n'est pas brillante, c'est le moins que l'on puisse dire. Selon le chef de l'ONU, Antonio Guterres, la guerre nucléaire est dans le domaine du possible. Et il a raison, comme c'était dans le domaine du possible au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains voulaient à tout prix montrer qu'ils avaient la plus grosse, comme c'était dans le domaine du possible lors des multiples conflits durant la guerre froide qui opposaient indirectement les Russes et les Américains. Tout cela porte un nom, la dissuasion nucléaire. C'est un jeu, tout simplement. Alors oui, c'est un jeu à la con où, toujours selon le chef de l'ONU, il n'y aurait pas de gagnants et que des perdants. Mais si on prend en compte tout ce qui s'est passé depuis 1945, la situation n'a en définitive rien de bien nouveau. Le problème, c'est qu'on était habitué à ce que les conflits impliquent des pays moins puissants et soient localisés assez loin de l'Europe. Pas de bol ici, c'est la deuxième puissance militaire qui a montré les dents et en face, il y a le monstre qu'est l'OTAN avec tous les autres pays prêts à en découdre. La guerre froide a beau être terminée, elle ne s'est jamais réellement finie. La dissuasion nucléaire se fonde sur la peur dans les deux camps du recours par l'autre à l'arme nucléaire. Elle consiste à prévenir un acte en persuadant l'autre que les coûts d'une telle action excéderaient les bénéfices. Cela, tous les pays le savent, y compris Poutine. Est-il prêt à s'en prendre plein la gueule juste pour un pays comme l'Ukraine? À l'écouter, il n'a pas spécialement envie d'envahir d'autres pays, tout juste veut-il reconstituer le bloc slave, c'est-à-dire réunir la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Il a la main sur deux d'entre elles. Vous pensez vraiment qu'il voudrait aller au-delà, qu'il pourrait aller au-delà du point de vue militaire, économique ou encore vis-à-vis de son peuple? J'en doute. Selon l'ancien président français François Hollande, Poutine ne jurerait que par les rapports de force et s'arrêterait que s'il pense qu'il y aurait un risque sérieux pour ses intérêts. La diplomatie, pour que chacun comprenne bien, c'est pas simplement une habileté. C'est pas de savoir si on négocie bien, si on va trouver le bon argument. C'est d'abord un rapport de force. S'il n'y a pas le rapport de force, vous pouvez avoir le meilleur ambassadeur, le meilleur ministre des Affaires étrangères, le meilleur président, eh bien, il ne tiendra pas longtemps. Vladimir Poutine, il utilise toujours le rapport de force. Et il s'arrête quand il pense qu'il y a un risque sérieux pour ses propres intérêts. Ce qui a mis le feu aux poudres, en fin de compte, c'est les déclarations qu'a fait Poutine lorsqu'il a dit, je cite, « Quiconque tente d'interférer avec nous et plus encore de créer des menaces pour notre pays et notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous conduira à des conséquences telles que vous n'en avez jamais connues dans votre histoire. » Puis, au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine, le président déclare également ceci, « J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe au régime spécial d'alerte au combat. Cette force de dissuasion de l'armée russe
Russe, en l'occurrence, peut effectivement comprendre une composante nucléaire. Cela étant, depuis, il n'en a pas reparlé et il a même jamais employé le terme de nucléaire. Ce discours, cette attitude, fait pleinement partie de la dissuasion nucléaire. Toujours selon l'ancien président de la République, Poutine n'aurait pas brandi la menace nucléaire pour répondre à une menace, bien au contraire d'ailleurs, puisque les forces de l'OTAN n'interviennent pas en Ukraine. Il l'aurait fait pour impressionner et pour faire peur. Et quelle peur! Le nucléaire, ce n'est pas anodin dans un conflit. Dans l'absolu, s'il a sorti cette carte si tôt, c'est surtout pour faire pression sur le reste du monde, notamment au niveau des populations. Sous-entendu, quel intérêt de venir aider l'Ukraine? Ce n'est pas chez vous, voyez ce que vous risquez. Restez chez vous et laissez-nous nous en occuper tranquille. Voulez-vous vraiment courir le risque de tous mourir si vous participez au conflit? À la vue de tout ça, on pourrait se dire qu'il n'y aurait donc aucune raison de s'inquiéter. Ce n'est pas si simple en vérité. Bien sûr qu'il faut s'inquiéter, on parle quand même d'un conflit en Europe avec d'un côté une puissance nucléaire et de l'autre d'autres puissances nucléaires également. Tout ceci, Poutine le sait parfaitement. Il a été formé à la guerre froide dont il était déjà à l'époque un agent du KGB. Il connaît sur le bout des doigts les règles de la dissuasion nucléaire. Le principe même de l'arme nucléaire, c'est qu'elle a été maintenue et perfectionnée dans un seul but, pour ne pas s'en servir. C'est difficile à comprendre et paradoxal, je sais, mais c'est néanmoins la vérité. C'est ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur et c'est quelque chose qui est loin d'être nouveau comme on a pu le constater tout au long de cette vidéo. Une deuxième hypothèse, en plus de faire peur et de faire en sorte que les populations n'aient guère envie de s'impliquer en Ukraine, serait une simple diversion. D'un côté, Poutine fait le coq, ressort toute la panoplie de la dissuasion nucléaire et pendant ce temps, tandis que le monde s'inquiète et que les chefs d'État se préparent au pire, lui peut bosser tranquille sur son invasion. Avouez, ce n'est pas si con. Mais revenons-en à cette histoire de force de dissuasion russe en régime spécial d'alerte au combat. Selon Héloïse Fayette, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales et spécialiste sur les questions de dissuasion, par nature, une force nucléaire est toujours en alerte. Par exemple, en France, il y a toujours au moins un sous-marin nucléaire qui est en mer au cas où. Il y a plusieurs niveaux d'alerte et en Russie, sans surprise, c'est assez compliqué d'en savoir un peu plus à la différence des États-Unis qui, eux, ont leur niveau d'alerte rendu public. Cela étant, d'après elle, l'échelle de la Russie irait de 1 à 4 et on serait passé du niveau 1 au niveau 2 seulement, ce qui se traduirait pour le moment par une augmentation du nombre de personnel présents dans les bases de la force stratégique russe. A priori, il n'y aurait pas eu de mouvement suspect qui pourrait nous faire croire que la fin est proche. Alors, doit-on ne pas avoir peur pour autant? Très franchement, si. Il serait stupide de croire que rien ne puisse arriver. Il suffirait de peu de choses. Un ministre français de l'économie qui parlerait de guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ou encore un président sénile américain qui traiterait Poutine en public de criminel de guerre. No. Oh, I think he is a war criminal. Ah, merde, bon, ce n'est pas gagné. Plus sérieusement, n'importe quelle parole ou acte peut avoir de l'importance. Gageons que si à des postes élevés, ils ont entrepris de faire n'importe quoi, dans l'ombre, une armée de négociateurs et de diplomates œuvre en secret pour que ce conflit cesse ou à minima ne s'étende pas dans des proportions bibliques. Concernant la peur, la panique, s'il faut y céder un minimum, il ne faut pas pour autant tomber dans la parano et la terreur, ce qui pourrait conduire à commettre des actes complètement irréfléchis. Comme toujours, le maître mot est la réflexion. Ne rentrons pas dans le jeu de nos dirigeants, de Poutine, ou pire encore des médias. Car entre fake news, scoop et autres exclusivités, ce serait en fin de compte eux qui sont les plus dangereux. Ils nous ont littéralement cassé les noix pendant 2 ans avec la pandémie et là, ils agitent fièrement et dangereusement des menaces de toutes parts et nous pètent les noyaux en boucle avec leurs pseudo-spécialistes, leurs titres bien putassiers et leurs tentatives de compréhension d'un conflit qui les dépasse largement. Cette histoire de menace nucléaire, c'est eux qui la montent en épingle. C'est eux qui entretiennent la peur d'une guerre comme ils avaient très bien su entretenir tout le bordel autour de la pandémie. Faut-il que je vous rappelle les épisodes des affiches dans les aéroports, les masques qui ne servaient à rien, le fait d'opposer systématiquement les pros et anti-vaccins, sachant que pour les derniers, ils refusaient juste ce vaccin et pas les autres. Les médias sont de loin les organismes les plus dangereux de ce siècle, ne cherchant qu'à faire de l'audience et du fric. Oui, il est important de suivre ce qui se passe, mais par pitié, ne restez pas fidèle à un seul média. Prenez du recul, croisez les informations et surtout, pensez aux médias un peu plus alternatifs et ne restez pas vous-même constamment dessus. Prenez du recul, faites autre chose, discutez avec vos proches,
proche de la guerre ou même d'autres choses, surtout d'autres choses d'ailleurs. Cela vous fera le plus grand bien. Question préparation, si vraiment il se passe quelque chose, on reste sur du grand classique. Une cave, un parking souterrain, un bunker chez un pote suisse fera très bien l'affaire, au moins pour quelques jours, le temps que les secours s'organisent. Prévoyez peut-être quelques réserves de nourriture, lait en poudre, eau, boîte de conserve. Dans tous les cas, si vous avez été raisonnable, ce ne sera pas forcément perdu au vu des prix qui augmentent ces derniers temps. Cela vous fera toujours une petite réserve. Car ne perdez pas de vue qu'au-delà d'une éventuelle attaque nucléaire, comme nous le rabâchent sans cesse les médias, il y a tout de même une guerre en Europe, chose qui n'était pas arrivée depuis pas mal d'années. Et le plus inquiétant, selon moi, c'est qu'elle aura forcément des conséquences, ne serait-ce qu'au niveau économique. Et d'ailleurs, on le voit bien avec la flambée des prix des énergies. Faire des stocks n'est pas forcément une mauvaise chose, à condition de le faire intelligemment, car indirectement, c'est vous qui provoquerez des pénuries à acheter en masse des trucs qui ne vous serviront probablement pas. Les gens peuvent parfois être d'une stupidité stupide. Vous êtes cinglé ou simplement stupide? N'est stupide que la stupidité, Madame Blue. Sans doute. J'en veux pour preuve ceci, trouvé sur internet où, à force d'entendre tout et n'importe quoi, les gens se sont rués sur de l'iode, sauf que ces cons se sont gourés et qu'à la place, ils ont acheté des diodes. Bref, quoi qu'il en soit, tâchez d'être un poil raisonnable, de prendre du recul et pensez un peu à couper les médias, ça ne fait jamais de mal. Laissez faire les diplomates finalement, c'est leur boulot, à moins bien sûr que notre cher président ne sauve le monde d'ici là. Il a l'air fatigué notre bon monarque, je pense qu'un peu de repos lui ferait peut-être du bien. Cette vidéo se termine, mais je ne voulais pas ne pas parler non plus des différents peuples qui prennent bien cher dans ce conflit, autant du côté des Ukrainiens qui se font bombarder que des Russes qui se font harceler ici même en France. Sérieusement, faut arrêter d'être con. Le peuple russe, la bouffe russe, ce n'est pas Poutine. Et la Poutine, ce n'est pas Poutine non plus. Comment on peut commettre des actes aussi débiles? Ça me dépasse. Bref, encore une fois, prenez du recul, pensez à tous ces gens qui n'ont rien demandé, d'un côté comme de l'autre. Espérons pour tout le monde que la situation s'arrange pour le mieux. Pas de parti pris ici, juste une pensée pour toutes les familles, peu importe leurs origines. Personne ne devrait avoir à crever sous des bombes ou les coups de son propre pays au nom d'une décision qu'ils n'ont pas eu à prendre mais à subir. Tout le monde souffre. Une guerre n'est jamais une bonne chose pour personne. Cette vidéo se termine enfin. J'en profite vite fait pour vous dire un grand merci d'être autant sur cette chaîne et je souhaite la bienvenue aux petits nouveaux. Bon, par contre, pour les anciens, vous pouvez aller vous gratter. Vous pouvez aller vous gratter. Non, je déconne, je vous aime aussi. Bref, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous de tout ça finalement, du conflit, de la menace d'une bombe ou encore des médias? Qu'avez-vous prévu en cas d'apocalypse? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!